Il y a quelques questions qui sont déjà proposées. Lydie demande est-ce que vous avez rencontré des personnes en statut indépendant? Quels sont les principaux facteurs de risque pour ces personnes? Alors, Je peux répondre, Diane ou oui, Florence, vous voulez enfin en tout commencer? cas notre expérience c'est que oui, bien évidemment, malheureusement chez les indépendants il y en a énormément qui peuvent potentiellement être victimes de burn-out. Pourquoi? Il y a une prédisposition, j'allais dire, quand on est indépendant, c'est-à-dire que l'évidence même c'est que souvent il y a une charge de travail qui est très très conséquente. On a voilà, beaucoup de, suivant les matières hein, évidemment les domaines, mais je pense que le nôtre d'avocat ou bien d'expert comptable ou d'autres métiers d'indépendants. Donc la charge de travail qui est souvent très conséquente, surtout par exemple si on s'installe, si on a sa propre structure où voilà, on donne beaucoup de temps et d'énergie sur son cabinet, sur sa structure, donc la charge de travail, les horaires qui vont en corollaire, qui s'étendent, soir et week-end, etc. Et puis souvent, le constat qu'on en fait chez les indépendants, c'est qu'ils sont souvent seuls. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'indépendants qui sont tout seuls à leur compte, qui travaillent pas en équipe ou qui ne sont pas associés. Et on a la chance, comme Florence et moi, d'être déjà un binôme et de pouvoir faire les vases communicants, notamment en termes de charge de travail et de relais et d'aide. Donc c'est souvent l'isolement qui fait que ça peut être un facteur important, bien sûr aussi pour les indépendants. Et puis, autre constat peut-être, c'est qu'un indépendant, il est souvent extrêmement polyvalent, c'est-à-dire que il a à la fois la gestion de sa clientèle, sa patientèle, par exemple pour les médecins, et puis il va faire les parties administratives, la polyvalence, je sais pas, d'achat de fournitures, etc. Donc, il est répandu sur plein de tâches en dehors de ses tâches principales, donc il est partout et nulle part, j'allais dire. Voilà, donc pour moi, ce sont autant de facteurs qui peuvent faire que les indépendants peuvent être totalement concernés par un burn-out. Oui, puis pour compléter, en plus les indépendants, par définition, généralement, ils sont très investis. Donc c'est des tempéraments en plus où il y a de l'enchantement et il peut y avoir du désenchantement, comme le disait Xavier, qui peut arriver rapidement. Donc effectivement, il y a quand même un contexte Ouais. propice. Xavier? Si je peux compléter, il y a aussi une Bien notion sûr. de conflit de valeurs potentiel chez les dirigeants ou indépendants, parce que il peut y avoir un écart entre l'idée que l'indépendant va avoir de son entreprise, ce qu'il veut en faire, de l'idée qu'il en voulait, et puis de ce qu'il doit faire en fait en réalité, parce que et donc il peut y avoir des écarts. Quand vous avez des collaborateurs, par exemple, vous pouvez avoir une idée du type de relation que vous allez avoir avec vos collaborateurs, que ce soit en termes de reconnaissance, etc. Puis en fait, bah, vous êtes aussi contraint par un cadre qui peut être juridique ou de situations particulières qui sont toutes diverses liées à l'être humain. Et donc, il peut y avoir une très forte injonction paradoxale entre ce que je voulais faire et puis ce que je suis obligé de faire. Et donc, ça peut créer un vrai, une vraie zone de fracture et toujours dans le même sens, l'idée de ce que représente le dirigeant. Je suis dirigeant, je suis super fort, pas au sens par rapport aux autres, par rapport à moi-même. J'ai une image de moi-même de dirigeant. Il faut que je sois costaud, il faut que je sois indestructible. Et puis ça peut, c'est pas toujours le cas en fait. Objectivement, il n'y a pas beaucoup Oui, ça peut. d'Avengers en fait en réalité. Voilà. Oui. Moi, je rajouterais une chose sur ça, c'est que la protection sociale des indépendants et des dirigeants est très très faible et que pour avoir un arrêt de travail, eh bien, on a un nombre de jours de carence monstrueux qui rend le rapport au travail très particulier et ce qui n'existe pas dans le salariat. Après, il y a des mécanismes pour avoir une protection sociale plus étendue. Mais c'est vrai qu'en général, elle est. Puis la Oui, mais difficulté, l'arrêt de travail, l'arrêt de travail pour la plupart des indépendants, il y a un nombre de jours de carence qui se compte en semaines, qui fait qu'il n'y a pas de rémunération. Après, il peut y avoir des Oui, assurances voilà, complémentaires, c'est un coût. mais Hein.
pour des frais, pour les charges, Il y a une etc. autre réalité qui est rémunération sous-jacente totale. avec ce que tu dis, Sébastien, aussi, c'est que un salarié parfois en arrêt peut avoir des collègues, je dis bien que c'est pas évidemment systématique, mais qui prennent le relais sur certaines tâches, certaines missions, qui essayent, voilà, c'est redispatché. L'indépendant, en général, là aussi, il faut pas caricaturer, mais s'il était tout seul dans sa barque et qu'il est en arrêt de travail, personne ne va lui avancer ses missions pendant ce temps-là. Donc, il revient en plus avec cette difficulté, même s'il s'est arrêté quelques jours, de devoir résorber le retard. Et ça, c'est voilà, c'est compliqué. Très. Ouais. Et dans mon expérience d'accompagnement de personnes en burn-out qui a une petite quinzaine d'années, j'ai vu quand même beaucoup d'indépendants. Et pour le coup, ce sont des personnes du domaine médical, hein, souvent, médecins, infirmières, etc. Beaucoup, j'ai vu aussi pas mal d'avocats en situation vraiment de grande fatigue, à la limite, hein, du burn-out. Et puis des dirigeants de TPE qui doivent tout faire, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, qui doivent faire et du management, et du commerce, et du marketing, et du community manager. Ils doivent tout faire et ça amène un épuisement. Ouais. Autre question alors. Est-ce que donc Amel demande, et je comprends pas bien la question, on va pouvoir réagir. Est-ce que la surcharge de tension, d'isolement, de modification de poste de travail, alors que le médecin du travail avait stipulé que le salarié devait rester sur son poste, est-ce que ça c'est nuisible pour l'équilibre psychologique, physique? Oui. Le médecin du travail avait bien stipulé que le salarié devait rester sur son poste, Oui. son équilibre. Oui. Et donc la question, finalement, c'est peut-être plus une remarque sur laquelle j'aimerais vous faire réagir qu'une question qu'elle pose directement. Peut-être que la question c'est de savoir dans le cadre d'un salarié qui a un mal-être, hein, sur son poste de travail, surcharge, etc. Et si le médecin du travail, le service de santé au travail dit qu'il doit rester sur son poste, hein, qu'il le déclare apte et puis sans modification, sans réserve, sans rien, est-ce que c'est nuisible et qu'est-ce qu'il pourrait faire en fait? Peut-être que ce serait ça. Mais la question, peut-être qu'elle mériterait juste d'être précisée. Amel, si c'est possible de repréciser la question, effectivement. Est-ce que lorsqu'un employeur impose au salarié un poste auquel il n'est pas formé et engendre du coup du stress, de l'angoisse, un mal-être, est-ce que ça peut être un état de burn-out? Alors là, pour le coup, moi, je répondrais, le burn-out, c'est un état d'épuisement, c'est pas un état de stress ou de fatigue. Le burn-out, c'est quand on est en arrêt de travail, c'est pas quand on travaille. Donc, c'est des conditions qui sont favorables à un burn-out, mais ce n'est pas un burn-out. Le burn-out, c'est l'épuisement. Ouais, Xavier, oui. Je pense que nos amis avocates seront encore plus à même que moi de répondre, mais une organisation, une entreprise qui vous recrute a l'obligation, par définition, de vous former et en tout cas de mettre en place les conditions de formation pour exercer les missions qui lui sont confiées. Alors oui, de toute façon, il y a une obligation de formation qui est inhérente au positionnement d'employeur. À partir du moment où on est employeur de salariés, on a une obligation d'adapter le poste de travail aux évolutions technologiques ou autres et de faire en sorte que le salarié puisse aisément lui-même évoluer sur son poste de travail. Après, cette obligation, elle est quand même pas aussi... c'est-à-dire que à partir du moment où on embauche un salarié, il y a les prérequis en tous les cas qui sont mentionnés sur le CV pour occuper un poste de travail, on ne demande pas tout de même à l'employeur évidemment de former sur les compétences initiales de base pour occuper un poste, parce que là sinon on serait sur autre chose, on serait éventuellement sur une erreur de recrutement ou une incompétence, une insuffisance professionnelle, ça ce serait autre chose. Mais en tous les cas, l'évolution de la forme du poste et l'obligation d'adapter l'évolution du poste de travail aux compétences du salarié, ça oui, ça fait partie des obligations de l'employeur.
Autre question qui me demande s'il est conseillé ou déconseillé, pour le coup, hein, de se présenter comme un ancien burn-outé à l'entretien pour un nouvel emploi. Quels seraient les risques, les avantages pour cette nouvelle vie professionnelle? Xavier, est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire Oui, qu'on a fait un burn-out? oui, c'est ça. Alors, il peut... Je souris parce qu'on a déjà fait une table ronde comme ça sur le sujet. Faut-il dire ou ne pas dire? C'était le premier C'est webinaire assez que nous propre à avions fait. chacun. Ouais, c'était le premier Mm. webinaire, exactement. C'est quelque chose qui est assez Mm. propre à chacun, je pense. À l'époque, j'avais déjà pas de réponse toute faite et j'en ai toujours pas parce que c'est propre à chacun, ça touche à l'intime, à ce qu'on est prêt à dire ou pas, à quel chemin on a fait par rapport à son propre burn-out et du coup de la confiance que l'on a en soi, mais aussi la confiance qu'on va avoir dans les autres. Du coup, donc c'est quelque chose de très ce que je peux dire en termes d'observation, mais encore une fois, ce ne sont que des observations, c'est que c'est plutôt bien vu quand on le dit ouvertement. C'est plutôt bien reçu. Les personnes acceptent assez facilement cette honnêteté, cette transparence et le voient de façon assez bienveillante. Il peut y avoir en parallèle un doute qui peut s'initier en disant est-ce que je serais capable, moi, de prendre en charge une personne qui a fait un burn-out si jamais elle devait rechuter. Voilà. Donc il peut y avoir cette barrière-là qui peut s'installer, mais encore une fois, c'est quand même assez. Faut d'abord se poser la question par rapport à soi-même et à ce qu'on est prêt à dire et à faire et de son acceptation à soi. Voilà, c'est déjà la première chose. Après, oui, je pense que sur cette question, Ouais. l'important, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on voudrait le dire, déjà, peut-être. Qu'est-ce qu'on attend derrière cette révélation, en fait. Cette annonce, ouais. Parce que si effectivement l'idée c'est d'exprimer lors d'un entretien d'embauche la volonté d'avoir un employeur et une équipe qui soit bienveillante, à l'écoute, qui respecte les RPS, ça a un sens. Enfin, je dirais que quelque part il y a une finalité. Et donc, mais par contre, voilà, Ouais, j'allais dire, c'est-à-dire que ça peut se voir sur le parcours et donc ça peut interroger. Et donc effectivement, et je repense à votre cas de la personne en marketing là qui a 3 ans d'arrêt, qui connaissait pas le réseau RPBO et donc qui n'avait pas fait appel à un consultant reconstruction post-burnout. Oui, exactement, c'est vrai. Là, c'est un Elle petit était clin complètement d'œil. toute seule, ouais. Mais 3 ans, ça se voit. Mais Et il faut pouvoir l'expliquer après quand on est en entretien. Et donc là, effectivement, on est contraint. C'est-à-dire que le contexte peut nous contraindre à devoir le dire. Voilà. Tout ça, ça dépend effectivement hein, s'il y a un trou dans le CV ou pas. Parce que si la personne est en arrêt de travail, il n'y a pas de trou dans le CV. Donc là, ça ne se voit pas sur le CV. Si il y a un arrêt de travail, puis qu'il y a une rupture du contrat de travail et qu'il y a un trou d'un an, 1 an et demi, 2 ans, effectivement, la question va se poser en recrutement, inévitablement. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, c'est du domaine médical, et il y a le secret médical. S'il n'y a pas de trou dans le CV, je vois pas trop, à titre personnel, l'intérêt de le mentionner. Ça ne peut, je dirais, malheureusement, qu'éveiller des soupçons, des craintes sur le management à venir et peut-être, ça peut être contre-productif, je pense. Et s'il n'y a pas de trou dans le CV, je pense plutôt qu'il faudrait éviter de le dire. Eva demande, qu'est-ce qu'un manager peut faire pour prévenir le burn-out de ses équipes et le burn-out des managers eux-mêmes? Alors, la prévention, c'est. Je crois qu'on a une prochaine table ronde. Je crois qu'on a une prochaine table ronde sur la prévention. Voilà. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses. Exactement, c'est un thème que nous allons aborder. Ça sera le dernier thème. Et donc, je propose qu'on réponde à cette partie-là lors du cinquième événement de table ronde. Mais il y a effectivement des choses à faire hein, sur ça, sur la prévention, beaucoup de choses à faire. L'employeur décide de changer le poste de travail pendant l'absence de la personne, la reprise du salarié qui était apte pour son poste initial et le médecin préconisait de ne pas changer de poste. Car il y avait un facteur de risque de RPS élevé. Là, on est dans une situation où finalement, ce sont les conditions de travail qui génèrent un contexte élevé
sur le niveau critique de burn-out, ce n'est pas forcément le profil de la personne qui est engagée, peut-être plus les conditions de travail. Quel est votre avis, Xavier, Diane et Florence? Ce qui apparaît aussi, là, d'après ce que dit Amel, c'est que le médecin du travail avait fixé des préconisations qui ont peut-être pas été suivies des faits par l'entreprise. Donc là, il y a effectivement une difficulté à ce niveau. Alors après, est-ce qu'il y a eu un dialogue entre l'employeur et le médecin du travail? Est-ce qu'il y a eu une enquête, une étude de poste? Est-ce qu'il y a eu un dialogue? Ce sera intéressant aussi de le savoir pour le coup. C'est-à-dire pourquoi est-ce que l'employeur n'a pas suivi les préconisations? Est-ce qu'il pouvait pas aussi, peut-être, sur un aménagement, sur d'autres sujets? Oui, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler d'un point de vue strictement juridique, en principe, l'employeur est quand même lié par les préconisations du médecin du travail. Alors évidemment, il faut qu'il se soit réaliste, mais c'est quand même, ça engage, quoi. Xavier? Ouais, j'ai eu beaucoup de débats avec. Il y a 2 jours d'ailleurs avec un représentant d'une organisation syndicale, et c'était intéressant parce que les organisations, en fait, vous savez, ne pas changer de poste, finalement, c'est très facile. Vous dites à la personne, effectivement, que le poste ne change pas, vous ne changez pas l'intitulé, son contrat de travail ne change pas, la même classification, le même intitulé d'emploi. Vous le mettez dans une autre organisation complètement différente et vous dites, mais tes activités, t'inquiète pas, vont pas changer. On le voit tous les jours, en fait. Et alors, quand on est RH et l'ancien RH que je suis, pour en témoigner, on le voit régulièrement. Et on met en place une nouvelle organisation, souvent de bonne foi, en se disant, mais effectivement, ça va pas changer. Parfois, un peu moins de bonne foi. Et puis, les choses changent de facto, sauf que juridiquement, c'est très difficile à prouver, y compris vis-à-vis du médecin du travail, parce que vous avez finalement pas changé, rien n'a changé. J'ai une personne comme ça que j'accompagne en reconstruction depuis pas très longtemps, et en fait, elle a reçu comme ça son courrier en lui disant, rien ne va changer, on réorganise tout, rien ne change, ton métier ne change pas, ton intitulé ne change pas, tu changes juste de service. Okay, voilà. En tout cas de manager et de service, mais ça ne modifie pas son contrat de travail, puisque elle restait rattachée à la boîte générale, en fait. Il y a tout un tas de possibilités pour jouer sur les organisations. Et en fait, son contenu avait complètement changé, en réalité. Voilà, mais sauf que c'est difficile après d'aller le prouver que le contenu a changé, parce que il faut montrer qu'il y a des trous entre les différentes organisations, que tâche par tâche, vous ne faites plus les mêmes tâches, ou que partiellement. C'est très, très compliqué. Alors, on sort un peu de notre sujet d'aujourd'hui, du profil du burn-outé, mais typiquement, on a des personnes comme ça qui viennent avec une espèce d'injonction, de contradiction comme ça, j'ai un métier, il a complètement changé, et je suis parti en vrille parce que je m'y reconnais plus, quoi. Et puis en plus, l'entreprise, et puis ça joue sur les valeurs, parce que l'entreprise m'a menti d'une certaine façon, elle m'avait dit qu'il n'y a rien de changé, j'ai reçu un courrier. Il y a une réorganisation, tout change, mais pas vous, rien ne va changer. Dès lors qu'il y a une réorganisation, par où qu'on le prenne, les process changent, et même si vous ne voulez pas changer les intitulés, et puis bon, il y a quand même aussi, objectivement, je dois le dire, il y a aussi des aspects techniques RH de mettre en place des organisations assez hautes de manière à pouvoir modifier un peu comme on veut les rattachements sans que ça modifie les organisations réellement. Vous avez des rattachements. Il y a une tendance aussi dans les entreprises, dans les organisations à réduire le nombre de métiers, de manière à le nombre de métiers de plus en plus génériques, de manière à pouvoir changer le plus facilement possible aussi les personnes en disant mais tu es toujours sur le même métier. C'est le même. Tu fais du développement informatique, je prends un exemple, tu es sur des développements informatiques, tu es développeur informatique. Donc tu peux aller faire du monde open, tu peux aller faire du Java, tu peux aller faire du mainframe. Enfin, pardon pour ces considérations un peu techniques, mais c'est la réalité. Bien sûr, ouais. Et donc ça génère des profils là de personnes effectivement qui on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure d'injonction paradoxale entre mes valeurs, ce que je suis, mon métier. Ouais. Serge, qui est psychologue du travail, il nous dit que pour lui, la difficulté avec les personnes en épuisement professionnel, c'est de leur permettre de trouver l'équilibre entre l'investissement, l'implication, et il met des guillemets, et le sacrifice de soi au travail. Cet équilibre-là,
Qu'est-ce que vous en pensez, Diane, Florence, et puis après Xavier? Oui, nous, c'est un petit peu dans les exemples qu'on vous a donnés, c'était typiquement, il y avait de ça, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui était complètement rompu. Moi, dans mon exemple me concernant, c'était un salarié où bon, on a bien, enfin moi, je me suis bien aperçu, même si je ne suis pas médecin, mais enfin quand même ça se voit que c'était un salarié qui a été complètement la vie professionnelle a complètement débordé sur la sphère personnelle. Bon, il se trouve qu'après, bon, il a divorcé parce qu'il était imbuvable chez lui. Avec les enfants, ça se passait mal. Enfin, ça a été complètement. Et parce que je pense effectivement qu'il a sacrifié, il allait dans le sacrifice de lui-même et des autres aspects de sa vie privée, en fait. Donc, je pense que l'équilibre à conserver est pas facile pour beaucoup de salariés. Mm. La notion de Il a raison, Xavier? enfin, il a raison, j'ai oublié son prénom au psychologue du travail, mais il a raison, Serge. et c'est un des leviers, et j'irai plus loin du coup, je mettrai équilibre avec un S, parce qu'en fait, ce sont des équilibres, en fait. Et ce qu'on se dit tout à l'heure dans nos présentations respectives, hein, c'est les équilibres en termes de valeur, les équilibres en termes de charge, les équilibres en termes de centralité du travail. Enfin, ce sont des équilibres en fait qui sont pas toujours faciles à maintenir et qui sont en plus largement influencés et influençables par toutes les informations qu'on peut recevoir à l'extérieur. Vous voyez, je faisais référence tout à l'heure et c'était marrant parce que je relisais le livre de Pierre-Éric Sutter, là, dont je vous ai fait la présentation tout à l'heure, qui commence à dater. Hein. Il date je ne me rappelle plus la date exacte, 2016. Bon, et c'est marrant parce qu'il fait référence dans son livre au discours politique et aux injonctions paradoxales que ça peut lancer sur la notion du travail et la valeur au travail. Et on est en 2021, 5 ans plus tard, et on a les mêmes discours qui reviennent, et donc qui influencent aussi notre propre vision et nos propres équilibres, en fait. Hein. C'est pour ça que moi, je pense que Alors, pour côté oui. employeur, c'est vrai qu'il faut absolument avoir le réflexe de bien préparer les entretiens sur la charge de travail, l'équilibre vie perso, vie pro. C'est vraiment capital voilà, vraiment d'avoir un temps dédié conséquent à ces entretiens et de les faire évidemment très très régulièrement parce que c'est important pour l'entreprise de détecter justement quand il y a un sacrifice au travail qui est trop conséquent avec des horaires trop importants. Et ça, voilà, ça peut être le début de penser, et c'est ce qu'on verra dans les autres webinaires, à la prévention, à qu'est-ce qu'on met en place comme nouvel outil, comme nouvelle organisation, etc. Alors, Assega nous dit, qui est au Sénégal, nous dit en fait, enfin nous demande si on aurait des données sur l'Afrique, parce qu'on ne parle pas beaucoup de burn-out au Sénégal. Alors, dans le cadre de mon enquête préliminaire pour le bouquin sur les paradoxes du burn-out, j'ai eu des entretiens en Afrique, beaucoup. En Afrique, une dizaine de pays africains quand même, francophones, et notamment justement au Sénégal, avec des responsables de ressources humaines qui étaient dans une phase d'épuisement très très avancée et en fait et qui constataient un travail sur plusieurs sites, des temps de déplacement importants entre les différents sites, et puis des injonctions d'attente qui étaient au-delà du raisonnable, avec un épuisement qui se fait. Alors il y a une différence peut-être qui fait partie des paradoxes que j'ai remarqué, qui est que la question de la couverture sociale, les indemnités de chômage, les indemnités d'assurance maladie, amènent un rapport au travail qui est différent quand on n'a pas d'indemnité chômage, quand on n'a pas d'indemnité maladie, ou qu'elles sont très très courtes. On est peut-être plus attentif à son état de santé que quand on a des filets de protection qui sont très importants. Ça, c'est ce qui s'est dégagé des entretiens que j'ai pu avoir en Afrique. Et de ce fait, peut-être que les travailleurs en Afrique, encore peut-être qu'il faudrait différencier avec les pays, par exemple des pays où il y a quand même beaucoup d'entreprises européennes qui ont délocalisé du travail
de plateformes de téléphone, etc., c'est peut-être très différent aussi. Mais il y a probablement ces différences-là de protection sociale qui changent le rapport au travail et qui amènent des signaux d'alerte peut-être plus précoces que ce qu'on peut voir en France, notamment où en France, il y a une culture du CDI, qui est le contrat de travail de référence, hein, mais qui amène un certain nombre de personnes à s'investir, se surinvestir pour le CDI, pour garder leur CDI et qui peuvent ne pas être attentives à leur santé. C'est ce que disait aussi tout à l'heure Xavier, hein, sur le fait que eh bien, les personnes qui font un burn-out sont peut-être moins attentives aussi à leur état de santé, moins vigilantes sur cet aspect-là. Est-ce que vous avez des remarques? Ouais, je vais juste compléter parce que là, c'est mon ancienne casquette de recruteur va parler, mais c'était étonnant quand je recevais des gens en recrutement qui, quand on leur demandait c'est quoi votre projet? Et votre projet, moi, mon projet, c'est d'avoir un CDI. Cette pression, en fait, du contrat, du type de contrat CDI. Alors, avoir un CDI ne peut pas être un projet professionnel. Ça peut être un projet personnel éventuellement, mais ça peut pas être un projet. Et donc, il y a une confusion des genres là dans la recherche d'une sécurité, sans doute, ou d'une image sociale, ou il peut y avoir plein d'explications. Oui. Mais cette notion de mon projet, c'est d'avoir un CDI est assez. Oui, puis après, on l'entend parfois effectivement sur la vie perso, comme tu disais très bien, Xavier, sur un projet d'achat immobilier, par exemple, et cette pression que se mettent les gens pour avoir un CDI pour pouvoir essayer d'y tendre. Donc ça aussi, ça fait partie de ce qu'on entend. Et puis j'avais lu également, alors je sais pas si ça ressort de tes études, Sébastien, mais que en France, on avait quand même un rapport au travail qui était par rapport, par exemple, aux pays anglo-saxons, où il y avait vraiment une confusion, c'est-à-dire que c'est très identitaire. Voilà, on s'identifie énormément à notre profession, à notre métier. Voilà, je suis ceci. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, quel est ton métier? Voilà, alors que j'ai en tous les cas lu que c'était pas nécessairement le même rapport au travail dans les pays anglo-saxons, où il y avait un côté un peu plus alimentaire, un peu plus utilitaire au travail. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une question d'identité où notre identité personnelle est souvent confondue avec l'identité professionnelle, où on se définit d'abord par le métier qu'on exerce et non par, je sais pas, les loisirs qu'on peut avoir ou les passions. Effectivement, ouais, ça c'est français. Et puis il y a un deuxième élément, je pense, c'est que le rapport au travail en France, et ça c'est vraiment structurel, est très axé sur l'investissement et pas sur le résultat. C'est-à-dire que dès l'école, on apprend en tant qu'élève que si on a 16 et qu'on n'a pas bossé, on n'est pas valorisé, que si on a 12 et qu'on a vraiment beaucoup travaillé, eh bien c'est vraiment valorisé. Et les conseils de classe au collège, les bulletins trimestriels, les appréciations des enseignants vont plutôt dans ce sens de valoriser les élèves qui s'investissent, qui travaillent, même qui sont laborieux, qui ont des difficultés parce qu'ils s'investissent, et moins valoriser les élèves qui ont des très bons résultats en travaillant très peu. Et c'est cette culture où on voit finalement que si on sort du bureau à 17h et qu'on a fait le travail, on va être peut-être moins bien vu que si on sort à 19h et qu'on n'a peut-être pas fini tout le travail qu'on avait à faire. Donc là, il y a un rapport au travail qui est vraiment particulier, et il suffit de passer un peu les frontières de la France pour voir que dans les autres pays à côté, le rapport au travail n'est pas forcément le même. Et donc Lydie demande s'il ne s'agirait pas de déconstruire des normes sociales ou sociétales au sein de l'entreprise. Cette déconstruction de certaines normes sociales ou sociétales qui peuvent exister dans l'entreprise, et il faudrait effectivement peut-être pas les déconstruire, mais peut-être au moins les modifier. Xavier? Ouais, en fait, ça faisait écho à plein de citations et à plein de situations, cette question, parce que, effectivement, d'un certain côté, en fait, les déconstruire, ça peut être une bonne idée, mais je ne sais pas si c'est, en fait, au sein des entreprises que ça doit se faire, c'est mon avis. Parce que, en même temps, dans une entreprise, il y a besoin d'un certain nombre de normes sociales et sociétales et hiérarchiques et organisationnelles, justement pour donner du cadre et de la structure. Et éviter certains des écueils qu'on a pu voir depuis le début de cette présentation. Donc, je ne sais pas si c'est
au sein de l'entreprise ou plus globalement au sein de la société. Et du reste, alors je me permets de refaire référence du coup à ton livre Paradoxe du Burnout avec ton explication sur, mais dès l'école, on est formaté sur la recherche de la performance et l'exigence du travail avec les devoirs le soir après l'école, alors que aujourd'hui, enfin, normalement, dans la législation, il n'y a pas de devoir après l'école, en tout cas dans les circulaires du Bien ministère de sûr. l'Éducation, les enfants ne devraient pas avoir de devoirs, mais on donne des devoirs à l'école aux enfants, aussi pour une question de représentation sociale, pour rassurer les parents. Et donc on est très jeune, en fait, on Bien est sûr. formaté comme ça, en fait. Donc ces normes, elles viennent de beaucoup plus Oui. loin. Je ne suis pas sûr. Enfin, l'entreprise, elle a... C'est pas l'entreprise Alors, qui les je vais crée. être défenseur de mon entreprise. L'entreprise, elle n'est pas là pour créer du bonheur, elle n'est pas là pour créer des normes sociales ou corriger des normes sociales ou sociétales. Elle peut éventuellement s'intéresser au sujet pour plein Effectivement. de raisons en termes de prévention, pourquoi pas, mais c'est pas c'est pas son rôle. Mais ces normes viennent de bien Ah, avant, effectivement. Hein, pardon de casser l'ambiance. l'exemple que je donne, c'est... Non, non, je pense que c'est plutôt objectif et pragmatique. Si vous avez un enfant qui est au lycée et que ses profs ne donnent jamais de boulot à faire le vendredi soir pour le lundi et jamais pendant les vacances, vous allez penser que ce sont des mauvais profs. Alors qu'il est en vacances, il est en week-end. Donc, c'est pas dans l'entreprise que ça se crée, c'est bien avant que ça se crée. Virginie nous demande en fait si il y a des éléments un peu plus spécifiques qui sont apparus avec le Covid. Et puis, post-Covid, on est toujours dedans, mais avec cette situation de crise sanitaire, en fait, moi, l'impression que j'ai eue, pour prendre la parole en premier, c'est que ça a eu un effet de loupe, en fait. Ça a grossi des traits qui étaient déjà là. Je ne sais pas si ça... Je pense pas, à chaud comme ça, que ça n'a pas... Je pense pas que cela ait augmenté, en tout cas généré chez des personnes qui n'y étaient pas prédisposées par différents facteurs, les situations d'épuisement. Par contre, ça a augmenté tout ce qui était sentiment d'insécurité, sentiment d'anxiété, voire angoisse et autres. Ça, oui. Mais sur le burn-out, j'ai l'impression que ça a juste accéléré les choses peut-être. Le sens, la notion de sens quand quoi. même. La notion de sens, Sébastien, quand même, Oui. qui a été... Et qui est modifié sur la notion le par moment en rapport fait, au du travail, tout à fait. confinement, c'est de se dire, oulala, je m'aperçois finalement que je sois là ou que je sois pas là, enfin pour un certain nombre de cas qui nous sont remontés, que je sois là ou que je sois pas là, ça change pas grand-chose. Et finalement, à quoi sert mon métier? À quoi je sers dans l'organisation, dans l'entreprise? C'est quoi le sens de tout ça? Finalement, ce que je fais, il y a des gens qui sauvent des vies, il y a des médecins par exemple. Moi, finalement, ce que je fais, c'est quoi le sens finalement? Donc il y a des prises de conscience quand même sur ces dimensions-là. Et puis après, mais on va revenir après sur les éléments qu'on s'est dit en termes d'isolement aussi, de perte de lien social, pas de travail en qui viennent s'ajouter au... Après, moi, ce que j'ai pu observer dans notre pratique, c'est que j'ai pas observé une augmentation de personnes qui souffrent de burn-out. En revanche, elles sont peut-être plus à même déjà d'identifier elles-mêmes des symptômes précurseurs. C'est-à-dire que comme si ce moment de télétravail pour certaines professions, certains secteurs où ça a été à l'arrêt, ce moment de grosse réflexion, d'introspection a permis de mettre en évidence certains aspects qui pourraient, avec le temps, dans la continuité, provoquer un burn-out. En fait, effectivement, je rejoins assez la vision de Sébastien sur l'effet loupe, quoi. D'accord, merci. Il n'y a pas d'autres questions, il est plutôt l'heure. Donc, je vous propose de s'arrêter là. La prochaine session de la table ronde sera consacrée à la reconnaissance du burn-out. Vous pouvez vous inscrire à cette session si vous n'êtes pas encore inscrite et inscrit. Et puis, nous, on vous retrouve avec plaisir donc, en décembre. Pour cette prochaine session. Merci Diane Lemoine, Florence Monteil et Xavier Ménard pour votre participation. Merci à tous. Sébastien. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir et à bientôt.